Bonjour à toutes et tous, on va voir l'essentiel du chapitre 3, l'inéluctable évolution des génomes au sein des populations. Et on va commencer par l'essentiel sur l'équilibre de Hardy-Weinberg. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que Hardy-Weinberg, c'est un modèle théorique qui a été élaboré au début du XXe siècle par deux scientifiques, Hardy et Weinberg. Donc il dit que dans une population eucaryote qui pratique la reproduction sexuée, ce modèle prévoit la stabilité des fréquences des allèles de génération en génération si plusieurs conditions sont réunies. Et c'est ça qui est important, c'est les conditions. Donc il faut que l'effectif soit infini, que la population vive de manière isolée. Il faut que tous les individus soient pareillement viables et fertiles, qu'il n'y ait pas de préférence sexuelle, et on ignore les mutations. Et si on ignore les mutations, les fréquences alliques restent stables de génération en génération. On dit que la population est à l'équilibre de Hardy-Weinberg. Mais, en fait, dans la plupart du temps, dans les populations naturelles, les populations ne sont pas à l'équilibre d'Hardy-Weinberg. Cela veut dire qu'il y a au moins une des hypothèses de notre modèle qui n'est pas vérifiée. Et le but, c'est de trouver quelle est l'hypothèse, justement pour comprendre comment évolue justement cette population. Et c'est exactement ce qu'on voit dans ce document qui provient de votre livre, où on voit donc un papillon écaille marbré, où il y a un gène qui détermine la pigmentation particulière du gène. Depuis 1947, la fréquence de ce gène est évoluée, et on voit que cette fréquence diminue au cours de générations. Elle est devenue très peu fréquente. Et aujourd'hui, on se pose des questions pour savoir quelle est l'hypothèse de Hardy-Weinberg qui n'est pas respectée. Est-ce que c'est, par exemple, le fait qu'il y ait des mutations? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait de la sélection naturelle? Le fait qu'il y ait de la sélection sexuelle? Le fait qu'il y ait de la dérive génétique? Ou le fait qu'il y ait des migrations? Alors, pour l'instant, on n'en sait rien dans cet exemple-là. Mais on va voir maintenant différents exemples qui sont bien connus et que vous devez connaître pour illustrer les différents phénomènes. Premier exemple, c'est le cas de la phaline du bouleau qui existe sous deux formes. La forme claire, donc c'est un papillon, qui existe sous forme claire ou sous forme sombre. Donc au XIXe siècle, l'allèle le plus abondant était la forme claire. Et il y avait de la forme sombre qui provient donc d'une mutation. Mais la forme claire était vraiment la plus répandue. Aujourd'hui, et même depuis le XXe siècle, on se rend compte que dans certaines régions, la forme sombre est devenue la plus probable, et certaines populations sont même entièrement sombres. On se rend compte que les régions où on retrouve justement la forme sombre majoritairement sont les régions où les zones industrielles sont très développées. Alors, il faut savoir que la phaline du bouleau est un papillon de nuit qui vit le jour sur le tronc du bouleau, que ce tronc est blanc quand on n'est pas dans une zone industrielle, quand on est par exemple à la campagne, et qu'il est noir dans les zones industrielles. Et là, on comprend tout à fait que c'est un cas de sélection naturelle, puisque dans les zones industrielles où les troncs sont noirs, posséder l'allèle forme sombre est un avantage puisque les prédateurs nous repèrent moins. Et donc au final, ce qu'il faut retenir dans le cas de la sélection naturelle, c'est si dans un milieu donné, un allèle donne un avantage aux individus qui le possèdent, alors la fréquence de ces allèles, de ces allèles favorables, augmente de génération en génération. Et au contraire, un allèle défavorable, sa fréquence va diminuer de génération en génération. Et donc ça, c'est le premier cas, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Alors, dans la sélection naturelle, il y a aussi ce qu'on appelle la sélection sexuelle. C'est-à-dire que chez certaines espèces, les partenaires sexuels vont se choisir à partir de signaux visuels ou signaux chimiques, et il va y avoir des préférences. Et les préférences qui portent sur des caractères sexuels qui sont héritables
rendent ces caractères plus fréquents de génération en génération. Et c'est ce qu'on peut voir dans le cas des guppies. Donc, les guppies mâles portent des taches vivement colorées, et on se rend compte, en fait, que les femelles s'accouplent préférentiellement avec les mâles les plus colorés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sélection sexuelle. Alors souvent, la sélection sexuelle et la sélection naturelle sont un petit peu en opposition, puisque dans le cas des guppies, les mâles les plus colorés sont ceux qui sont les plus facilement repérés par les prédateurs. Et donc, dans un milieu où il n'y a pas de prédateurs, la proportion de l'allèle coloré ou la proportion de poissons colorés sera plus importante que dans un milieu où il y a des prédateurs, où justement cette proportion d'allèle qui confère la couleur va diminuer petit à petit. Et donc ça, il faut bien penser sélection sexuelle, sélection naturelle. Autre cas que l'on a vu et que vous avez vu en seconde, c'est ce qu'on appelle la dérive génétique. Alors, la dérive génétique vient du fait que dans la réalité, la taille de la population n'est jamais infinie. Et dans les toutes petites populations, dans les populations à faible effectif, les fréquences alléliques peuvent varier par simple effet du hasard. Par exemple, que l'individu qui possède tel allèle va mourir avant de se reproduire, dû au hasard. Ou le hasard des brassages au moment de la fécondation fait qu'un allèle n'est pas transmis à la descendance. Et donc ça, la dérive génétique, donc tout ce qui vient du hasard, c'est très très fort dans les toutes petites populations. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, dans cet exemple, qui nous parle des communautés américaines, donc qui proviennent, toutes ces communautés ont été fondées à partir de la population donc, européenne. Et par exemple, les communautés Amish et Utérites, qui sont fondées à partir de populations de quelques centaines d'individus qui ne se reproduisent qu'entre eux, où il n'y a pas de brassage, on se rend compte, par exemple, chez les Utérites, que pour l'allèle du gène HLA, il n'y a plus qu'un seul type d'allèle. Les deux autres ont disparu. Et bien ça, c'est peut-être dû à de la dérive génétique. Autre chose qui peut justement faire varier l'équilibre de Hardy-Weinberg sont les migrations. Et les migrations sont bien des sources de variation allélique. Puisque, comme on peut le voir dans ce document, sur l'effet fondateur, quand on part d'une population d'origine, donc par exemple ici, si on reprend l'exemple de la colonisation d'Amérique, donc c'est la colonisation européenne, seuls quelques individus ont fondé la communauté utérite, d'autres individus ont fondé la communauté Amish. Cet échantillonnage s'est un peu fait au hasard, et on se rend compte qu'aujourd'hui, ces communautés Amish et utérites, bien que peu nombreuses, ont des proportions alléliques très différentes de l'une à l'autre. Donc ça peut être dit, par exemple, à l'effet fondateur au moment des migrations. Et aussi, quand on étudie une population, l'arrivée par migration de nouveaux individus peut faire justement varier la dynamique de la population. Donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est ce schéma qu'on trouve dans votre livre. C'est que si la population est isolée, effectif infini, pas de sélection, pas de mutation, alors la population est dite à l'équilibre de Hardy-Weinberg et on va avoir une stabilité des fréquences alléliques au cours du temps. La plupart du temps, il n'y a pas donc équilibre de Hardy-Weinberg parce qu'une des conditions que l'on vient d'évoquer n'a pas été remplie. Par exemple, il peut y avoir des cas de mutation avec l'apparition d'un nouvel allèle, sauf que les mutations, c'est très peu fréquent. Donc, c'est pas ça qui va avoir un effet majeur dans ces dynamiques de population. On peut avoir des effets donc, de sélection naturelle, c'est-à-dire que certains allèles avantageux vont se répandre dans la population. On peut avoir des effets de dérive génétique, surtout
si la taille de la population est très petite, on aura une variation au hasard, on peut avoir des pertes d'allèles dues au hasard, parce que justement la population est petite. Et enfin, on peut avoir des migrations, c'est-à-dire des arrivées de nouveaux individus qui arrivent avec des nouveaux allèles et qui font varier justement ces fréquences alléliques dans la population que l'on étudie.